Donc, bonjour tout le monde. Il est présentement 11h15. Nous allons débuter ce webinaire sur les eaux de lavage, des réponses à vos questions sur la nouvelle réglementation. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis Elisabeth Fortier, agronome pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. C'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui le résumé de cette nouvelle réglementation qui est en place depuis le 31 décembre dernier. Avec moi pour m'aider aujourd'hui, nous avons ma collègue Catherine Lessard de la PMQ qui sera la modératrice au niveau des questions. Et nous sommes aussi accompagnés par des intervenants du ministère de l'Environnement qui seront présents pour répondre à vos questions à la fin de la présentation, ainsi qu'une représentante du MAPAC pour venir vous présenter les aides financières, donc Mme Nathalie Laroche qui est présente aussi aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur les eaux de lavage des fruits et légumes. Je viens vous présenter. Oui. On ne voit pas ta caméra. Je t'encouragerais à la voir. Pourtant, elle est partie. OK. Moi, je ne la vois. Ah oui, je la vois. C'est bon. Merci. Bon. Vous voyez la mienne. Donc, le webinaire porte aujourd'hui essentiellement sur expliquer, vulgariser la nouvelle réglementation qui est en place. Ce n'est pas un webinaire qui va être sur des chaînes de traitement, des nouveaux équipements, comment venir modifier votre système de lavage. Je ne suis pas ingénieure, je ne suis pas compétente dans ce domaine. Je vais vraiment vous expliquer la nouvelle réglementation, comment on peut se conformer, quelles seront les étapes nécessaires. Donc, c'est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire est enregistré, sera disponible sur notre chaîne YouTube dans le courant de l'après-midi. Aussi, un feuillet résumé vous sera envoyé et sera aussi envoyé à tous les membres de la PMQ et à tous les participants au webinaire d'aujourd'hui. Donc, tout le contenu qui est présenté aujourd'hui sous forme de diapositive se retrouve à l'intérieur d'un feuillet résumé qui sera distribué. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes rapidement ou de poser des questions pour que je puisse représenter la présentation. Là, tout sera disponible par la suite. Quelques aspects techniques, si c'est possible, de maintenir vos micros fermés et vos caméras fermées durant la présentation. Je vois que tout le monde l'a déjà fait, merci. Ensuite, au niveau des questions, je suis certaine qu'il va en avoir plusieurs. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Donc, en bas, vous avez un petit bouton où est-ce qu'il est marqué « Chat ». Vous cliquez dessus et vous pouvez écrire vos questions à cet endroit. Ma collègue pourra poser des questions en cours de route si c'est des petites questions de compréhension. Si c'est des questions un peu plus techniques, à ce moment-là, on va y répondre à la fin de la présentation. Vous pourrez aussi poser des questions de vive voix si vous le souhaitez avec votre caméra et votre micro à la fin de la présentation. Donc, le webinaire est d'une durée exceptionnelle de 45 minutes. Habituellement, c'est 30 minutes, mais je sais que c'est un sujet assez important. Il y aura sûrement beaucoup de questions, donc on va terminer le webinaire à midi. Avant de débuter la présentation, j'ai un petit sondage. J'aimerais savoir qui est présent. Il y a beaucoup de personnes présentes aujourd'hui, mais je voudrais savoir si... Oh, Catherine, est-ce que tu serais capable de lancer le sondage? Je n'y ai plus accès. Malheureusement, moi non plus. Ah, je crois que Chantal s'est joint à la conversation. Chantal, avec le compte administrateur. Bon, on va laisser faire pour les sondages pour le moment. On pourrait revenir. Catherine, si tu es capable de contacter peut-être Chantal. Donc, on va faire partager le bon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous la présentation? Catherine, est-ce que tu peux me confirmer? Je te le confirme. C'est parfait. Merci. Alors, débutons. Eau de lavage des fruits et légumes, des réponses à vos questions sur la nouvelle réglementation. Et comme je me suis présentée au début, je ne suis pas une employée du ministère de l'Environnement. Je n'ai pas rédigé le règlement. Moi, mon rôle ici est de venir vous le vulgariser, de vous l'expliquer à partir des discussions que j'ai eues avec les différents intervenants au ministère de l'Environnement. On a eu plusieurs échanges, ils sont venus nous le présenter.
Donc, tous ces échanges-là, je les ai résumés pour venir vous les présenter d'une manière plus vulgarisée que ce qui est marqué dans le règlement en soi. Alors, l'historique. Les eaux de lavage n'étaient pas réglementées. Pourquoi le sont-elles maintenant? En fait, tout rejet dans l'environnement a toujours été réglementé. Il est encadré par la loi sur la qualité de l'environnement. Cependant, au niveau des eaux de lavage, il y avait un peu une zone grise. Ce n'était pas explicitement nommé à l'intérieur d'une loi ou d'un règlement. Cependant, c'est une eau usée qu'on rejette dans l'environnement. Donc, normalement, elle est encadrée. Avant 2008, cette réglementation-là, cependant, était méconnue. En 2008, il y a eu une plainte d'un citoyen suite à de l'eau de betterave dans un ruisseau. Il y a eu une enquête du ministère de l'Environnement. Ils ont retrouvé la source de cette contamination-là, qui était dans le fond des eaux de lavage, des eaux usées. Ça a été un petit peu, excusez l'expression, un wake-up call pour l'ensemble des producteurs et des intervenants. Donc, les eaux de lavage, c'est des eaux usées, c'est encadré par la réglementation, mais ce n'était pas appliqué parce que ce n'était pas clair. Le nouveau règlement qui a été publié cet automne vient explicitement nommer l'activité du lavage de légumes à l'intérieur de sa réglementation et ainsi l'encadrer et donner quelques assouplissements. Prochaine question. Pourquoi ces nouvelles contraintes, ce n'est que de l'eau avec de la terre? Effectivement, c'est principalement de la terre qu'on retrouve à l'intérieur de nos eaux usées lorsqu'on fait du lavage de fruits ou de légumes. Cependant, cette terre, c'est de la matière en suspension qu'on appelle. Donc, ça va venir vraiment affecter notre cours d'eau, la qualité du cours d'eau, parce que ça va être beaucoup plus sombre. Il va aussi y avoir des dépôts qui vont se faire au fond de notre cours d'eau. Et cette terre peut contenir des traces de pesticides, peut contenir des traces de fertilisants, et l'eau qu'on utilise peut, elle, être pigmentée ou avoir des résidus organiques. Donc, ce sont tous des contaminants pour l'environnement. Une image vaut 1000 mots. Vous reconnaissez ici, c'est des eaux usées de lavage de betterave. Donc, on voit que c'est une eau qui est chargée en terre. Le terme technique, ça va être les MES. Je vais l'utiliser à plusieurs reprises dans la présentation. Donc, on voit que c'est chargé en MES, chargé en pigments aussi, et probablement qu'il y a aussi un peu de matière organique là, présente à l'intérieur de cette eau-là. Donc, une eau comme ça qui est rejetée dans un cours d'eau va venir affecter sa qualité. Donc, elle doit être traitée avant d'être rejetée dans l'environnement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette nouvelle réglementation? Sauf exception, tout système de lavage de fruits et légumes doit obtenir une autorisation ministérielle. Donc, c'est ce que j'ai retranscrit ici. Tout le monde doit avoir une autorisation ministérielle, sauf exception que je vais vous présenter. Quelle est la norme à atteindre? Elle est déterminée au cas par cas. Je vais vous présenter comment elle sera déterminée. Et c'est effectif depuis le 31 décembre 2020. Et d'un point de vue du jargon, maintenant, on parle d'autorisation ministérielle, mais c'est la même chose qu'un CA, qu'un certificat d'autorisation. Donc, quand on parlait d'obtenir un CA, c'est la même chose, ça a juste changé de terminologie. Quelles sont les exceptions? Si vous ne rejetez pas votre eau usée dans un littoral, une rive ou un milieu humide, et que votre superficie de légumes à laver, je vais venir définir ce concept-là, est entre 5 et 20 hectares, à ce moment-là, plutôt que de demander une autorisation ministérielle, vous pouvez demander une déclaration de conformité, qui est beaucoup plus simple à demander, à obtenir. Cependant, pour avoir le droit à une déclaration de conformité, vous devez respecter en tout temps la norme de 50 mg par litre de matière en suspension, donc les MES. Deuxième exception, pour les fermes qui produisent moins de 5 hectares de légumes à laver, il y a une exemption complète qui est faite à ce moment-là, toujours si le rejet ne se fait pas dans le littoral, rive ou milieu humide. Donc, c'est ce qu'elle dit, la nouvelle réglementation. En fait, la première ligne que vous voyez ici, c'est la réglementation qui était en place depuis toujours, mais qui n'était pas nommée, donc qui était un petit peu incompris. Maintenant, c'est explicitement nommé système de lavage, autorisation ministérielle. On va venir clarifier le concept maintenant de superficie de légumes à laver pour savoir qui entre dans les 5 à 20 hectares. Comment on fait pour les calculer? Donc, sur votre ferme, vous avez un système de lavage, vous lavez que des carottes. Si vous avez 20 hectares de carottes à laver, bien, votre superficie, c'est 20 hectares.
Si vous lavez aussi des poivrons ou autres légumes, peu importe le légume que vous lavez, si ça passe dans votre système de lavage, même si c'est deux systèmes de lavage côte à côte, puisque ça ne fonctionne pas de la même manière, c'est considéré comme étant un seul système de lavage. Donc, vous devez additionner la somme des légumes lavés. Si vous lavez pour votre voisin, vous devez aussi additionner les superficies lavées. Donc, c'est vraiment l'ensemble des légumes qui vont passer dans votre système de lavage, peu importe le légume, peu importe la provenance. C'est comme ça qu'on va déterminer le 5 à 20 hectares. Les cas particuliers. Si vous avez deux lignes de lavage à l'intérieur d'un même bâtiment, c'est considéré comme étant un seul système de lavage. Si vous avez deux bâtiments distincts, peut-être sur deux lieux distincts, ça pourrait être considéré vraiment comme deux systèmes indépendants, mais là, ce sera une évaluation au cas par cas. Si vous faites uniquement du prélavage, exemple du prélavage de carottes, il y a rejet d'eau usée, donc c'est considéré comme étant du lavage. Même chose pour l'eau de refroidissement, exemple pour les asperges. Si vous utilisez de l'eau de refroidissement, l'objectif n'est pas de les laver, mais de refroidir. Il y a quand même des matières en suspension et de la matière organique qui va se retrouver dans cette eau-là. Donc, c'est considéré comme une eau de lavage et c'est assujetti à la nouvelle réglementation. S'il y a d'autres cas particuliers, vous pouvez contacter votre direction régionale du ministère de l'Environnement pour vous aider, vous appuyer dans vos démarches. J'ai une petite question de compréhension pour toi. Ça représente des demandes par site, adresse NIM ou NEQ? Je vais laisser le ministère de l'Environnement y répondre à la fin de la présentation. Je n'ai pas la réponse. Je vais les laisser répondre à la fin. Parfait, alors on reviendra. Maintenant, si je réutilise mes eaux de lavage, j'ai des producteurs qui m'appelaient pour me dire « Hey, moi, je vais prendre mon eau et je vais tout l'envoyer dans mon bassin d'irrigation, fait que je ne fais pas de rejet dans l'environnement. » D'autres m'ont dit « Je vais irriguer mon champ, irriguer ma bande riveraine ou faire une infiltration dans un champ d'infiltration. Je vais carrément condamner un de mes champs de culture, ça va devenir un immense champ d'infiltration, puis je vais envoyer mon eau là. » Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la réglementation ne vient pas encadrer le rejet d'eau usée. La réglementation, ce qu'elle vient encadrer, c'est l'ensemble de l'activité du lavage de légumes. Par conséquent, peu importe le site de rejet, l'autorisation ministérielle est obligatoire en tout temps, mais c'est certain que vos obligations, votre norme à atteindre ne sera pas la même si vous rejetez votre eau dans votre champ, dans un bassin d'irrigation ou dans un champ d'infiltration versus dans un cours d'eau. Ça sera modulé en fonction du risque. Maintenant, quelles sont les normes pour le rejet de l'eau? Parce qu'on s'entend, dans le fond, c'est le système au complet qui va être sous autorisation ministérielle, mais l'enjeu principal, c'est ce fameux rejet d'eau usée dans l'environnement. Il y aura une norme qui sera associée à ce rejet-là. Comment est calculée cette norme? Un concept important à comprendre, c'est l'OER, l'objectif environnemental de rejet. C'est le calcul des concentrations et des charges de contaminants pouvant être rejetés dans un milieu aquatique sans compromettre les usages de l'eau. Donc, je vais vous l'imaginer. Dans notre eau, principalement, ce qu'on retrouve, c'est de la matière en suspension, notre fameuse terre, un peu de matière organique, du phosphore, de l'azote, il peut y avoir d'autres contaminants. Prenons deux producteurs. Un premier producteur qui est sur le bord d'un petit cours d'eau, disons la rivière l'Acadie ou peu importe, là, une rivière de petite taille, versus quelqu'un qui est en bordure du fleuve Saint-Laurent avec une grande quantité d'eau. La personne, si elle met des contaminants dans le petit ruisseau, la capacité du ruisseau à absorber ces contaminants-là est relativement faible puisque son pouvoir de dilution est réduit. Versus quelqu'un qui va mettre la même quantité de contaminants mais qui va les rejeter dans le fleuve Saint-Laurent, la capacité de dilution est vraiment très grande. Donc, la capacité du milieu récepteur, donc la capacité du fleuve Saint-Laurent à venir absorber ces contaminants-là est beaucoup plus grande. Donc, l'objectif environnemental de rejet, c'est un calcul qui sera fait en fonction du site du rejet. C'est le ministère de l'Environnement qui va faire ce calcul-là. Vous devez cependant en faire la demande. Il y a un formulaire spécifique pour les eaux de lavage qui a été publié, je crois, il y a une semaine ou deux.
que vous devez remplir et le ministère de l'Environnement va faire le calcul pour votre type de rejet. Donc, c'est certain que si vous rejetez dans un petit ruisseau, dans un petit cours d'eau, l'objectif environnemental de rejet va être beaucoup plus strict que si vous rejetez dans un grand cours d'eau. Donc, une fois que l'OER est calculé, on peut maintenant calculer la norme pour l'eau. Comment elle va être basée? C'est l'OR spécifique au site de rejet. Donc, vraiment l'OR pour votre ferme. Là, ça va être différent d'une ferme à l'autre. Donc, l'OR qui a été calculé pour votre ferme, qui va être pris en considération, mais pas seulement. Ils vont aussi prendre en considération la capacité des meilleures technologies disponibles adaptées à la réalité financière du producteur. Le ministère de l'Environnement est conscient qu'une ferme de 25 hectares ne peut pas mettre en place un système équivalent aux usines de transformation qui ont des systèmes de traitement de l'eau qui coûtent 1 million. Ce n'est pas adapté à la réalité financière du producteur. Ils ne vont pas non plus demander des systèmes qui ne coûtent rien parce que disant que le producteur n'a aucune capacité financière. Il y a un juste équilibre à trouver dans tout ça. Mais chaque producteur aura sa propre norme en fonction de la taille de son entreprise, de ses superficies, de ce qu'il lave et en fonction de l'OR qui a été calculé pour son site. Quels sont les paramètres qui seront normés? De base, les paramètres normés seront la matière en suspension, donc principalement la quantité de terre. C'est vraiment l'enjeu principal, c'est vraiment la terre présente dans vos eaux de lavage. C'est vraiment sur ça qu'il faut s'attaquer. Ensuite, la matière organique. Dans certains cas, il peut y avoir des matières organiques plus importantes. Si on pense juste les carottes, toutes les petites racines radicelles qu'il y a. Si on pense aux poireaux, des fois, s'il y a des coupes de poireaux, il peut rester des petits morceaux. Les asperges, les petites feuilles qu'il y a sur l'asperge, des fois, qui se détachent aussi. Donc, ça, c'est tout considéré comme étant de la matière organique. Ensuite, phosphore total, azote total. D'autres paramètres pourront être demandés, exemple le pH, la température. Ça sera au cas par cas, là, selon chaque situation, que ça va être déterminé. Mais il faut vraiment retenir que le nerf de la guerre, principalement, c'est les matières en suspension et, dans certains cas, des matières organiques. Est-ce que la norme doit être atteinte en tout temps? C'est aussi une question que j'ai eue à quelques reprises. Si vous êtes en déclaration de conformité, on se souvient que la réglementation donne un assouplissement pour les fermes de 5 à 20 hectares si elles respectent le 50 mg par litre de matière en suspension. Dans ce cas précis, oui, le 50 mg par litre doit être respecté en tout temps. Donc, il n'y a pas de dépassement autorisé. S'il y a des dépassements autorisés, s'il y a des dépassements qui seront effectués, alors une autorisation ministérielle est nécessaire. Pour tous les autres cas dans lesquels vous avez demandé une autorisation ministérielle, oui, ce qui est prévu à l'autorisation ministérielle doit être respecté en tout temps. Cependant, dans l'autorisation, quand vous allez avoir une norme pour votre entreprise, je vais dire des chiffres totalement au hasard. On va dire que la norme chez vous est de 100 mg, mais vous avez déjà prévu à l'autorisation des dépassements, disons qu'il va y avoir X dépassements de X grammes de matière en suspension de manière annuelle. Donc, c'est déjà prévu parce que vous savez que vous allez avoir des lots plus sales. Vous savez que des fois, il y a des pics de production, des fois, il y a des purges, des nettoyages qui sont nécessaires. Donc, si dans votre autorisation ministérielle, vous demandez une norme de base avec quelques dépassements chiffrés périodiques, alors vous avez le droit de dépasser votre norme de base puisque c'est autorisé dans votre autorisation ministérielle. C'est plus flexible, en fait, qu'une déclaration de conformité. Mais il faut vraiment que ce soit écrit noir sur blanc que vous allez dépasser tant de fois à telle quantité. Bon, si vous le dépassez moins souvent, il n'y a pas de problème, là, mais il faut que ça soit demandé à la base. Bon, la question que les producteurs se posent principalement, est-ce que je suis proche ou loin de la norme des matières en suspension ou est-ce que je vais devoir modifier mon système de traitement de lavage ou si je suis déjà conforme? Pour répondre, malheureusement, je ne connais pas chacune des situations, mais il y a un petit portrait que je peux vous donner. En 2009, l'IRDA a fait une caractérisation des eaux de lavage sur à peu près une trentaine d'exploitations. Je vais aller chercher ici le résultat pour les fermes de légumes racines, qui sont en général les eaux usées les plus chargées. Donc, il y avait 19 fermes en sol minéral. Il y avait 3 analyses qui ont eu lieu pendant l'année. Pour chacune de ces analyses-là, il y avait un échantillon à la sortie de la laveuse, à l'entrée de la lagune et à la sortie de la lagune. Donc, on voit
en bleu et ici, 1245, c'est la quantité de MES qu'il y avait à la sortie de la laveuse. À l'entrée de la lagune, en moyenne, on avait 516. Sortie de la lagune, en moyenne, 286. Maintenant, les normes, comme on l'a vu, sont spécifiques pour chaque producteur. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous étiez, par exemple, en déclaration de conformité, le ministère a considéré que le 50 mg par litre était acceptable puisque ça représentait un risque faible pour l'environnement. Bien, ce 50 mg par litre-là, on voit qu'à la sortie de la lagune, on est loin de l'atteindre, la moyenne étant 287. Bien entendu, certaines fermes, avec vos calculs d'OER, vont avoir une norme peut-être de 50, 100, 150, peut-être même 200. Donc, certaines fermes sont peut-être déjà conformes, mais la grande majorité devront faire des travaux pour améliorer la situation. Mise aux normes des stations déjà existantes. Je sais que la grande majorité d'entre vous est déjà en production depuis des décennies et avez des systèmes de lavage depuis très longtemps. Donc, la question est légitime. Est-ce qu'il existe un droit acquis? Malheureusement, c'est non. Puisque la réglementation existait, mais n'était pas appliquée, vous avez toujours été dans l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle, mais c'était méconnu. Donc, il n'existe malheureusement pas de droit acquis puisque ce n'est pas une nouvelle obligation. Par conséquent, quelle est la procédure à suivre pour les fermes qui sont déjà en exploitation? La première étape, c'est vraiment contacter votre direction régionale pour vous appuyer dans vos démarches. Ensuite, caractériser le système que vous avez. Donc, la quantité de légumes lavés, la quantité d'eau qui est rejetée, c'est-à-dire le débit d'eau journalier minimal, maximal et moyen, et d'avoir des analyses sur les paramètres de l'eau à la sortie de la laveuse et, le cas échéant, à la sortie du traitement. Donc, les paramètres que vous devez analyser au tout départ sont, et ça sera présent dans le feuillet que je vais vous envoyer par la suite, les MES, la DBO5, c'est-à-dire la quantité de matière organique, le phosphore, l'azote, le pH et température. Ce sont les critères de base que vous devez analyser pour bien caractériser votre système. Ensuite, vous devez faire la demande pour le calcul de la capacité du milieu récepteur, donc ce qu'on appelait le OER. Et à l'aide d'un consultant, vous pourrez ensuite bâtir votre demande et déposer votre demande d'autorisation ministérielle. Quels sont les délais pour la transition? La réglementation est déjà en vigueur. Elle a été publiée cet automne et elle est entrée en fonction au 30 décembre. Cependant, le ministère de l'Environnement est conscient que le secteur ne peut pas se virer sur un dissous. Ça faisait des années qu'on exploitait des systèmes de lavage, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut complètement tout modifier nos systèmes de lavage, devenir conformes. Par conséquent, il y a une certaine tolérance de la part du ministère de l'Environnement à la condition que les démarches de caractérisation soient initiées. Donc, si le ministère de l'Environnement voit que vous êtes dans le processus pour améliorer la situation, vous êtes dans le processus pour faire vos démarches, à ce moment-là, il y aura une tolérance. Il n'y aura pas d'avis d'infraction qui seront émis dès maintenant. Et ils sont aussi conscients que de venir modifier un système, ça prend quand même du temps parce qu'au départ, il faut caractériser. Si vous n'êtes pas en train de laver en ce moment, si vous avez terminé votre saison, la caractérisation va se faire uniquement à l'automne prochain, dépendamment des cultures. Et le temps de faire la caractérisation, la conception, pas la conception, mais de bâtir les plans, pour ensuite faire votre demande d'autorisation ministérielle, il y a quand même un délai nécessaire à toutes ces étapes-là. Le ministère de l'Environnement en est conscient. Et le mot d'ordre, c'est commencer vos démarches et à ce moment-là, il y aura une tolérance. Maintenant, comment ça fonctionne précisément la demande d'autorisation ministérielle, les étapes? La procédure, c'est vraiment de contacter votre direction régionale du ministère de l'Environnement et il y a un formulaire demande d'autorisation pour projet industriel qui doit être rempli. Il n'existe pas de formulaire pour le secteur végétal, pour les eaux de lavage à l'heure actuelle. Il en existera un, mais uniquement en 2022. Quels sont les délais? Une fois que vous avez tout monté votre dossier, que vous êtes prêt à soumettre votre demande, le ministère de l'Environnement a 75 jours pour analyser votre dossier, s'il est complet, bien entendu. Quel est le coût? Le coût de base est de 699 $ pour l'analyse de votre dossier. Est-ce que je dois arrêter mes activités? Non, vous pouvez continuer vos activités.
Et la durée de validité, c'est à vie. Sauf s'il y a une modification au système, à ce moment-là, vous devez refaire une demande d'autorisation. Et qu'est-ce qui arrive si le ministère de l'Environnement, ne m'accorde pas l'autorisation? Bien, des ajustements seront nécessaires et il y aura une tolérance pour le maintien des activités si vous êtes en démarche. Donc, au niveau de l'expertise maintenant, pour vous appuyer dans ces démarches-là de modification de vos systèmes de lavage, si nécessaire, les consultants, je vous ai mis une petite liste de consultants, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a certainement d'autres, mais c'est juste pour orienter ceux qui ne savent pas du tout à quelle porte aller cogner. Là. Donc, vous avez quelques consultants qui sont spécialisés dans le traitement d'eau usée. Il y a aussi un projet avec l'IRDA qui est en cours. On va vous tenir au courant des résultats, mais ça ne sera pas avant 1, 2, 3 ans, malheureusement. Et il y a aussi le guide ontarien que je peux vous référer, puisque c'est un guide qui est quand même intéressant, qui a été rédigé sur les eaux de lavage. Finalement, coût. Combien me coûtera la mise aux normes? Ben, c'est très, très, très variable selon chaque situation, selon la quantité de légumes à laver, selon la qualité du légume à laver, selon le système existant que vous avez déjà en place, selon le site de rejet. Donc, c'est vraiment très variable et c'est du cas par cas. Le guide ontarien parle des adaptations variant entre 10 000 à plus d'un demi-million, dépendamment de tous ces critères. Heureusement, il existe des aides financières. Et sur ce, je vais prêter la parole à Nathalie Laroche du MAPAC qui va venir vous présenter justement les aides financières. Je vais partager sa présentation. Un instant. Voilà. Vous m'entendez? OK. Bon, ben bonjour. Merci à la PMQ pour l'invitation. Puis, Elisabeth, tu as fait un super bon travail de vulgarisation. Là. Je pense que ça répond déjà à beaucoup de questions là, des entreprises. Donc, le volet de Prime Vert, en fait, c'est dans le volet 1. Le programme Prime Vert, il est en cours depuis 2018, puis il prend fin, le programme actuel, en 2023. Il y a une mesure qui s'intitule « Équipement et infrastructures de gestion des résidus végétaux et des eaux usées ». Donc, l'objectif de cette mesure-là, c'est d'aider les entreprises à gérer les résidus végétaux puis les eaux usées. Le reste de la présentation, j'ai retiré là, tout ce qui touchait les résidus végétaux. J'ai vraiment focusé sur les eaux usées. Donc, pour être vraiment en lien avec la thématique là, de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer l'impact environnemental des activités de production et de transformation agricole. Donc, d'améliorer la qualité de l'eau, récupérer les éléments fertilisants, réduire les prélèvements en eau. L'admissibilité en tant que telle, on parle des entreprises agricoles puis des agrotransformateurs. Donc, une entreprise agricole qui fait de la transformation à la ferme est également admissible. Puis là, on se réfère souvent à l'interprétation de la Commission de protection du territoire des activités agricoles, à savoir si eux considèrent que c'est une activité agricole. Donc, une entreprise doit majoritairement transformer ou laver ses produits pour être considérée comme une entreprise agricole, une activité agricole. Donc, l'entreprise admissible doit générer des eaux usées agricoles. Puis, en fait, on peut passer rapidement là, pour la définition de ce qu'est une eau usée agricole, mais nécessairement pour les fins de la rencontre d'aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui touche les eaux de lavage de fruits et de légumes. Ce qui est important de mentionner pour les projets Prime Vert, c'est que les eaux noires, les eaux grises, tout ce qui est les eaux sanitaires qui n'ont pas de lien avec les procédés de lavage puis de transformation ne sont pas admissibles à l'aide financière, non plus les eaux de ruissellement en champ, puis de système de drainage de culture en champ, puis non plus les déjections animales, mais ça vous touche moins pour aujourd'hui. Donc, les genres de projets admissibles, là, on a une première catégorie, puis je pense que ça fait un lien avec ce qu'Elisabeth mentionnait tout à l'heure au niveau des projets de caractérisation, réduction à la source, le premier pas qui est recommandé pour les entreprises agricoles pour entamer des démarches. Donc, une première catégorie de projets. Caractérisation, on parle de déterminer des quantités, des volumes, des charges
Donc, tout ce qui va permettre par la suite à vos consultants de monter votre dossier, d'avoir de l'information, d'aller rencontrer le ministère de l'Environnement, puis d'établir des soumissions, puis de la conception pour votre système, en fait, trouver la meilleure solution pour vous. L'autre catégorie, c'est tout ce qui est bonne pratique. On parle de réduction à la source. Donc, on parle de méthodes de travail, des équipements, des principes qui vont vous permettre de diminuer les prélèvements d'eau, les volumes, les quantités, puis les charges, là, tout ce qui se passe avant la mise en place du système de traitement à proprement dit. Donc, j'ai mis ici des exemples là, qui peuvent vous parler davantage. Donc, on pense ici à des modifications d'équipements de récolte. Par exemple, là, de faire du parage au champ. Bon, on parle ici vraiment plus pour les résidus végétaux. Le dessablage à sec qui permet de retirer des résidus là, de terre avant que les légumes passent dans le système de lavage. Au niveau du pré-lavage, on a des bassins de pré-trempage qui permettent d'utiliser moins d'eau. Recirculation, on pense au bassin de sédimentation puis à la filtration qui peut être mise en place en amont du système de traitement complet. Pour les questions de prélèvement et de pression d'eau, il existe des systèmes qui vont permettre d'améliorer l'efficacité du lavage en termes de beuses, eau de pression, des flottes de haut niveau. Puis c'est sûr que toute la question de la ségrégation des eaux propres, des eaux usées est importante là, pour diminuer les quantités et les charges qui sont visées par le système. Par la réglementation. Les types de projets pour les eaux usées, en fait, on va vraiment parler en termes de solutions pour la diapositive suivante, Elisabeth. On pense à de l'épandage au champ. Donc, c'est sûr, du stockage, de l'épandage. On pense ici à des solutions agronomiques. On peut, dans certains cas, penser à de l'exportation vers un centre de traitement autorisé par le ministère de l'Environnement. Pré-traitement, donc pour faire un rejet dans le réseau des coûts pour les entreprises qui ont accès à un système municipal. Puis, au niveau des systèmes de traitement à implanter chez les entreprises, comme on l'a un peu abordé un peu plus tôt dans la présentation, il y a des systèmes de champs d'épuration, infiltration dans le sol qui sont possibles, des rejets au niveau du cours d'eau où là, il va y avoir vraiment des objectifs à atteindre spécifiques. Puis, dans bien des cas aussi, on va avoir de la recirculation qui va être possible là, en limitant vraiment le rejet à des quantités minimes. Au niveau des exigences techniques, ce qui est important de comprendre, c'est que les producteurs doivent mandater un consultant privé pour compléter le formulaire de dépôt de projet. Ce qu'on veut voir dans le formulaire, donc c'est la description de la problématique, l'assujettissement réglementaire qui est imposé pour la catégorie d'entreprise, les détails et la justification de la solution proposée, une comparaison entre la solution avant et après projet, l'estimation des coûts qui inclut les soumissions pour les principales dépenses. Et puis, ce qu'on veut aussi voir, c'est les plans et devis signés et scellés par un ingénieur pour tout ce qui touche les infrastructures, l'entreposage étanche, la conception de systèmes de traitement. Puis, il y a une exception pour toutes les solutions qui sont plus de nature agronomique où il y a vraiment plus également une utilisation d'un équipement à proprement dit ou qu'il n'y a pas de conception qui est faite là, spécifique pour le cas de l'entreprise. L'aide financière, donc l'aide qui est offerte par le MAPAC via PrimeVert couvre 70 % des dépenses admissibles. Dans ce cas-là, on parle d'infrastructures d'équipement requis pour le projet, les honoraires professionnels, la main-d'œuvre, évidemment, sauf celle de l'entreprise agricole, les matériaux spécifiques également. Le maximum est de 125 000 par entreprise agricole pour la durée du programme, donc de 2018 à 2023. On a un maximum spécifique par type de projet. Donc, quelqu'un qui veut faire un pré-projet, donc pas se lancer dans un système complet, qui souhaite faire une caractérisation, une réduction à la source, l'implantation de bonnes pratiques. Ici, on va limiter l'aide financière en premier lieu à 50 000 $. Puis, ça n'empêche pas l'entreprise de revenir par la suite pour faire le projet complet une fois qu'elle a un peu plus d'informations issues là, de son pré-projet, puis venir chercher le résiduel de l'aide financière. On a également un plafond de 50 000 pour les systèmes, là, les solutions qui prévoient du pré-traitement pour rejet au réseau d'égouts. Donc, en terminant, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on vous invite à contacter un conseiller du MAPAC dans votre région. Ils sont vraiment là pour vous aider, vous donner de l'accompagnement dans vos projets. Puis, vous aider peut-être en vous donnant là, des solutions ou des exemples là, de d'autres entreprises dans votre secteur. Merci, Nathalie.
On va être maintenant rendu à la période des questions. Donc, Catherine, je te laisserai. Oui, certainement. Donc, si on reprend les différentes questions qu'on a eues depuis le début de la présentation, je t'en avais déjà posé une, Elisabeth. Je la repose. Ça représente des demandes par site, c'est-à-dire adresse, NIM ou NEQ. Donc, je pense que c'était une question qu'on voulait adresser au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Bonjour, mon nom est Pierre-Luc Bégin, je suis ingénieur au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Pour répondre à ça, en fait, nous, au ministère de l'Environnement, on n'utilise pas le NIM là, dans nos formulaires ou dans nos demandes. C'est vraiment au niveau du NEC que c'est utilisé. Ensuite, là, évidemment, là, si un il y a plein de spécificités qui peuvent avoir lieu, par exemple, sur un même lieu d'élevage ou sur un même lieu d'épandage. Y a-t-il 2 exploitants? Est-ce qu'il y a plusieurs NEC sur le même lieu? Tout ça, là, ça va être évalué là, avec la direction régionale qui va s'occuper de votre dossier. Mais c'est vraiment au niveau du NEC là, qu'on classe un peu nos dossiers. Merci Pierre-Luc. Prochaine question. Si mes eaux usées sont rejetées dans un bassin de décantation et envoyées dans un champ de filtration, est-ce que je dois avoir une autorisation ministérielle? En fait, bien, ça va dépendre. Est-ce que ça va dépendre si la personne est admissible ou non à la DC avec les conditions qui sont écrites. La DC, je parle de la déclaration de conformité. Après ça, comme Elisabeth l'a mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment l'activité de lavage. C'est le système de lavage là, qu'on vient encadrer dans ce règlement-là. Donc, comme tel, l'activité est assujettie ensuite à l'autorisation. Ensuite, on regarde est-ce qu'elle est admissible à l'exemption ou admissible à la déclaration de conformité. C'est vraiment au niveau de l'activité du lavage de fruits et légumes qu'il faut débuter le dossier. Merci. Autre question. Si l'entreprise est en déclaration de conformité, est-ce que ce n'est pas nécessaire de faire une demande au ministère de l'Environnement pour le calcul de l'OER et normes spécifiques à la ferme, puisque dans ce cas, la norme est automatiquement de 50 mg par litre. Donc, si on est en situation de déclaration de conformité, est-ce que le calcul de l'OER est requis? C'est ça, c'est un peu le principe là, du nouveau RAFI, là, cette nouvelle réglementation-là qui vient mettre des niveaux de risque par rapport à certaines activités. Dans le cas du lavage des fruits et légumes, bon, il y a l'autorisation, la déclaration de conformité et l'exemption. Donc, on est venu catégoriser certaines activités. Donc, dans ce cas-ci, c'est 50 mg par litre. On a dit à 50 mg par litre de MES, on considère que le risque est beaucoup plus faible. Donc, on demande tout simplement une déclaration de conformité. Donc, il n'y a pas d'évaluation d'OER qui est nécessaire parce que déjà, le ministère a fixé la limite à 50. On se dit à 50, c'est quelque chose qui est tolérable pour cette activité-là dans le milieu où elle se produit. Donc, si les critères sont respectés, les critères qui sont un lavage de 5 à 20 hectares de légumes sur un lieu d'élevage, un lieu d'épandage, puis qu'il n'y a pas un rejet, le point de rejet est constitué dans un milieu hydrique, bien, la seule chose qui est envoyée, le seul document qui est envoyé au ministère de l'Environnement, c'est la déclaration de conformité. Merci. Autre question. Qui va évaluer la capacité financière de payer de l'entreprise pour les systèmes de lavage? En fait, c'est plus un principe général. Nous, au ministère de l'Environnement, on n'a pas ces données-là puis on ne les veut pas non plus. On évalue peut-être plus au niveau de la quantité lavée. Prenons par exemple un producteur industriel dans un autre domaine. On comprend qu'avec la quantité de production, ou dans ce cas-ci, dans la quantité de lavage, bien, le traitement de toute façon va être demandé va être beaucoup plus gros qu'un plus petit producteur qui lave, par exemple, 2 mois par année. C'est un peu là-dessus que ça va être évalué. Ce n'est pas au niveau des recettes financières, là, de la déclaration. On n'a pas ces données-là, puis c'est pas comme ça qu'on évalue les dossiers. Ça va être vraiment au niveau de la quantité lavée. Ça va être propre à chacun des demandeurs. L'exemple, je pense, c'était plus au niveau d'un ordre de grandeur là, que c'était présenté comme ça. Merci. Les 2 prochaines questions sont pour Nathalie Laroche. La première, Nathalie, est-ce que ce serait possible de mettre la caméra? Est-ce que les plans et devis d'ingénieurs font partie des honoraires professionnels couverts par le programme? Oui, effectivement, c'est admissible. Ça fait partie des dépenses admissibles pour l'aide financière. Merci. Également, pour le prime vert, est-ce qu'on doit absolument faire affaire à un consultant? OK. Oui, en fait, c'est sûr qu'un producteur ne peut pas soumettre lui-même un projet décrivant sa solution. Effectivement, il faut faire affaire avec un consultant privé pour le montage. Puis, on parle tout au niveau du programme prime vert de professionnels non liés.
Donc, il faut que ce soit un consultant qui n'est pas lié à la vente d'un équipement spécifique, qui peut faire de la vente de plusieurs systèmes, mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas un intérêt envers une solution spécifique. Merci, Nathalie. Je reviens avec les questions pour Pierre-Luc du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Est-ce que la cible est atteignable ou est-ce irréel? En fait, ça dépend. Ça dépend toujours de la production, ça dépend toujours de votre système de lavage, ça dépend aussi du pré-traitement qui est fait par rapport à vos fruits ou légumes. Donc, le 50 mg par litre, c'est quelque chose qui est atteignable. Dans l'industriel, les normes, c'est 25 ou 30 mg par litre. Donc, dans le secteur de lavage de légumes, c'est une norme qui est un petit peu moins sévère. Au niveau de l'autorisation, on s'entend, l'autorisation, ce n'est pas nécessairement un 50 mg par litre. On va évaluer la capacité, évidemment, du milieu. On va évaluer aussi qu'est-ce que vous lavez, qu'est-ce que votre système de traitement peut rejeter. Et la norme va être évaluée au cas par cas selon le dossier que vous allez déposer en demande d'autorisation. Merci, Pierre-Luc. Est-ce que la date limite, excusez-moi, quelle est la date limite pour que tout le monde soit conforme? En fait, pour les autorisations, c'est déjà en vigueur, comme Elisabeth, vous l'avez mentionné tantôt. Donc, évidemment, le plus tôt, c'est le mieux. Au niveau des déclarations de conformité, il y a un délai qui a été donné jusqu'en 2023. Donc, un producteur qui est admissible à la déclaration de conformité peut attendre jusqu'en 2023 pour déposer sa déclaration de conformité s'il n'apporte pas de modification à sa production ou à son système de lavage. Pour l'exemption, c'est en vigueur maintenant. Merci. Et la première étape, c'est bien de faire une demande d'autorisation ministérielle. En fait, comme Elisabeth le mentionnait tantôt, c'est de voir un peu, c'est de caractériser son entreprise, c'est de caractériser son système de lavage et aussi son milieu. Donc, la première des choses à faire, je pense, c'est d'aller chercher une demande d'OAR, l'objectif environnemental de rejet, pour voir qu'est-ce que le milieu dans lequel je fais mon activité est capable de recevoir. Ensuite, c'est de caractériser ces rejets, d'aller voir combien je rejette d'eau par jour, est-ce qu'elle est chargée ou pas chargée, c'est quoi mes pics de production pour aller voir, parce que toutes ces données-là vont être utiles aussi pour établir un système de traitement, un système de lavage performant. Donc, avant de déposer la demande d'autorisation ministérielle, il faut aller chercher des données. Il faut parfois aller donner un mandat à un consultant aussi pour qu'il nous aide là-dedans. Il y a des consultants qui sont très bons là-dedans. Donc, c'est vraiment de caractériser le milieu en premier. Puis, le ministère de l'Environnement va le considérer comme une démarche là, vers la mise en conformité. Parce que, bon, comme Elisabeth le disait tantôt, là, ça peut prendre un certain temps avant de savoir exactement qu'est-ce qu'on rejette. Là. Donc, avant de déposer votre demande, allez chercher vos données. C'est sûr que déjà, en regardant le formulaire de demande d'autorisation, vous allez voir c'est quoi qu'on demande. C'est quoi les items qu'on demande, qu'est-ce qui est applicable à votre secteur aussi. Donc, je commencerai par là. Aller chercher une demande d'OAR. Le formulaire est sur le site web du ministère. L'association va vous fournir le lien. Et par la suite, d'aller caractériser nos projets avant de faire la demande. On va continuer avec quelques questions. Puis si on n'a pas le temps d'y répondre d'ici la fin du webinaire à midi, on va les noter puis on essaiera de les ajouter à notre document. Donc, s'il rejette dans un fossé ou cours d'eau, est-ce qu'il y a une obligation d'une autorisation, quel que soit le nombre d'hectares? Oui, c'est ça. La condition pour aux exemptions, c'est... vous m'avez perdu la voix, hein, ça se peut? Oui, un peu. Oh, désolé. OK, c'est ça. La condition pour être admissible à l'exemption ou à la déclaration de conformité, c'est qu'il n'y ait pas de rejet dans un milieu humide ou hydrique. Le point de rejet ne doit pas être situé dans un milieu humide ou hydrique. Donc, si votre opération fait que ça rejette dans un cours d'eau, là, ce n'est pas admissible. Ça prend une demande d'autorisation automatiquement. Parfait, merci. Est-ce que c'est le ministère qui va venir faire le test pour le 50 ml? Pouvez-vous mettre des liens pour le ministère de l'Environnement ou les numéros de téléphone? Les liens pour les numéros. Oui, pour les liens, oui, on va tout fournir ça là, à l'association. Ils sont déjà sur notre site web, mais on va vous donner les liens là, spécifiques là, à chacune des régions. Ensuite, pour le test, au niveau de la déclaration de conformité, c'est vraiment l'exploitant du système de lavage qui vient se déclarer conforme à cette condition-là. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui vient le faire. C'est vous qui devez évaluer
mon système rejette en tout temps 50 mg par litre ou moins de MS. Évidemment, vous pouvez faire des analyses, il y a des laboratoires d'analyse qui font ces analyses-là au niveau des MS pour vous sécuriser dans cette déclaration-là. Le seul moment que le ministère pourrait venir, c'est si, par exemple, il y a une plainte. Là, il y a un inspecteur qui va passer avec sa bouteille et qui va prendre un échantillon instantané pour voir si le 50 mg par litre est en effet respecté tel que déclaré à la déclaration de conformité. Merci. Elisabeth, est-ce qu'on continue avec des questions? Je vois qu'il y a quelques questions aussi là, que les gens veulent poser en vrai. Oui, bien. Entre autres, et puis je pense que Dominique Duval aussi voulait poser une question. Là. OK, ça se fait vers la fin, il est déjà midi. Fait qu'on peut prendre, je voyais juste sur le chat, les dernières questions étaient sur les conseillers du ministère de l'Environnement, comment on peut les retrouver. Dans le formulaire, dans le feuillet, je vais vous envoyer, il y aura un lien vers le site web avec les coordonnées de tous les membres des directions régionales. Est-ce qu'on prend quelques questions? On a M. Blouin qui avait une question, puis les autres, on répondra par écrit, puis on essaiera de diffuser là, les réponses. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, le 50 ml, le 50 mg, là, si on met ça dans un verre d'eau, ça a l'air de quoi, la turbidité? Là? On voit-tu en travers ou si c'est pas buvable? Ben, juste pour démontrer. Je n'ai pas d'exemple. J'aurais aimé ça vous amener des bouteilles, mais j'en ai ben pas. Oui. Ça pourrait être quelque chose qu'on met à quelque part, peut-être à collaborer avec le MAPAC ou l'IRDA là, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'effectivement, visuellement, ça peut donner un indice. Mais comme Elisabeth l'a montré tantôt, des fois, ça dépend aussi. L'eau peut être pigmentée. Il y a différents paramètres qui font que c'est vraiment que visuellement, on peut dire « Ah oui, ça a l'air de 50 ou non », mais c'est vraiment l'analyse en laboratoire qui va nous le prouver. Là, je n'ai pas d'image, mais effectivement, éventuellement, on pourrait peut-être se trouver des images justement pour avoir un visuel. C'est quoi 50 mg par litre? C'est quoi un 300 mg par litre? Pour voir qu'est-ce qui sort dans l'eau. Il y a plusieurs paramètres. Là. Le visuel, c'est qualitatif. C'est une appréciation, mais scientifiquement, ça prend vraiment l'analyse de laboratoire là, pour le déterminer. C'est quoi la différence entre l'eau d'écoulement des champs, l'eau de pluie, quand on a des gros orages, puis le lavage? On n'ajoute rien au lavage. Là. Il n'y a pas plus de pesticides que l'eau de pluie, que l'eau d'orage. Là. Comment on fait? On ne contrôle pas ça? C'est sûr que la pollution diffuse qui vient des champs, ce n'est pas contrôlable nécessairement. Bon, il y a des bandes riveraines, il y a des cultures de couverture qui peuvent être mises en place. C'est des bonnes pratiques qui sont mises en place. Ce n'est pas nécessairement réglementé. Mais là, quand on parle au niveau d'un traitement, c'est un rejet ponctuel. C'est un traitement on vient concentrer nos rejets à un seul endroit. Et puis ça, c'est le ministère de l'Environnement l'a toujours réglementé. Donc, c'est surtout ça la réponse, pas la réponse, mais la différence. C'est vraiment une opération parce que c'est une activité où est-ce qu'on vient concentrer les opérations, puis qu'on a un point de rejet qui est toujours à la même place là, comme tel. Puis ça peut causer des problèmes à l'environnement. C'est pour ça qu'on vient un peu baliser ce type d'activité-là. Merci. On laisse un autre. Oui. Juste avant, on va laisser Dominique Duval, ce sera la cerise sur le Sunday. Est-ce que tu as accès au sondage? On va regarder ça tout de suite. Non, je n'ai pas accès au sondage. Ouais, bon, je n'ai pas accès non plus. OK, pas de problème. Donc, on va laisser Dominique poser la dernière question, puis ensuite, ça sera le mot de la fin. J'en ai 3 questions, mais on va faire ça rapide. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de formulaire adapté pour les emballeurs présentement encore, si j'ai bien compris. Les formulaires spécifiques au lavage de légumes vont paraître au courant de l'année, puis ils vont devenir applicables à partir du 31 décembre 2021. C'est ça qui est écrit dans le règlement. Chez nous, on travaille à faire un formulaire spécifique pour les laveurs de fruits et légumes, puis bon, pour plein d'autres secteurs. Là. Mais présentement, étant donné qu'on n'a pas de formulaire spécifique, on vous demande d'utiliser le formulaire industriel. Ben moi, je ne trouve pas ça équitable. J'ai de la misère à accepter ça. Puis est-ce que vous savez aussi que quand il sort des subventions, les subventions ne vont pas nécessairement aux agriculteurs, ils vont à tous les intermédiaires? Au niveau des subventions, on ne s'occupe pas des subventions, c'est vraiment le ministère de l'Agriculture. Là, je ne sais pas s'ils veulent intervenir là-dessus. Non, mais c'est parce que là, personne ne sait, c'est pas de la faute de personne.
c'est juste la faute des producteurs. C'est ça que je trouve malheureux, là. Puis il y a plusieurs producteurs, parce que ça a commencé dans la Naudière. Depuis le temps qu'on en parle, parce que j'ai assisté à plusieurs réunions, il y a plusieurs producteurs qui ont fait beaucoup de modifications. Puis il n'y a pas de rétroactif là, sur les subventions, là. Je vous inviterai à poser des questions et non pas des commentaires là, sur ces éléments-là. Là, on va essayer de rester factuel là, dans le cadre du webinaire. Ah, mais j'ai quelque chose à dire de pertinent là-dessus. Je m'excuse, on dirait que je m'appelle Sam Chauvette, là, mais moi, c'est Hélène Bernard au MAPAC en Mauricie. Je vous invite à commencer peut-être aussi avec votre agronome. Là, si vous avez un soutien en service conseil, il y a aussi l'évaluation détaillée ciblée là, avec le réseau AgriConseil pour les eaux de lavage. Pour commencer là, peut-être même avant d'aller vers un projet de caractérisation et réduction à la source, vous pouvez juste commencer avec votre agronome pour effectivement essayer de se ramasser le plus possible pour que quand vous allez engager quelqu'un, parce que vous avez raison, le but quand vous allez engager un consultant, c'est qu'il y ait beaucoup de débroussaillage qui soit fait pour que le maximum des aides aillent pour le système finalement, là. Fait que c'est ça, à y aller avec des petits pas. Merci. Bon, merci tout le monde. Oui, c'est bon, Catherine? C'est bon. C'est bon, parfait. Merci tout le monde pour votre participation. J'espère que ça vous a éclairé. Je vois qu'il y a encore des questions dans le chat, donc on va essayer d'y répondre. Fait que le feuillet que je voulais vous envoyer, peut-être que vous allez le recevoir plus vers la fin de la semaine, si c'est possible de répondre à ces questions-là et de les ajouter au feuillet explicatif. Je vous invite à participer à nos prochains webinaires, les mercredis maraîchers, la semaine prochaine, Action en magasin, sur la place des fruits et légumes du Québec sur les tablettes d'épicerie. Et Catherine, un mot de la fin, ça va? Je vous remercie tous pour votre participation et au plaisir de vous retrouver mercredi prochain.